Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le tourisme, acteur et vecteur de la société mondialisée. Le problème quand on s'occupe de tourisme est que chaque fois que vous en parlez, votre interlocuteur, pour peu qu'il ait pris une fois l'avion et séjourné dans un hôtel, croit tout en savoir. C'est un peu court face à une réalité complexe. Pendant 12 ans en France, à des titres divers, puis pendant 20 ans à l'Organisation mondiale du tourisme, j'ai progressivement découvert les traits caractéristiques d'un monde très particulier, aussi passionnant qu'étrange. J'ai peu à peu acquis la conviction que le tourisme, au-delà de ses imperfections qui sont nombreuses et des crises qui le secouent, est un puissant levier de développement économique et social, d'épanouissement culturel, d'équilibre environnemental, de préservation du patrimoine tant écologique qu'historique, de solidarité entre les peuples et les nations. Je suis parvenu à la conclusion qu'il peut représenter un vecteur puissant de création d'emplois, et partant, de lutte contre la pauvreté. Le tourisme, chose compliquée. Par-delà même l'importance des flux qu'il génère et que l'on a déjà signalé, 1235 millions d'arrivées en 2016 et 1076 milliards d'euros de recettes en 2015 pour les seuls déplacements internationaux, deux caractéristiques propres à la nature même du tourisme expliquent son caractère remarquable. La première tient à son caractère transversal, cross-cutting, et par voie de conséquence, à l'effet multiplicateur de la dépense touristique. Le tourisme en effet est chose compliquée. Le voyageur qui se déplace se livre à une série d'actes, économiques ou non, avant, pendant, voire après, son séjour. Sur place, il effectuera des dépenses dans diverses entreprises dites caractéristiques de l'industrie touristique, agences de voyage, hôtels, restaurants, mais se portera aussi acquéreur de biens et services produits par d'autres branches de l'économie. Services publics et privés, objets d'artisanat et souvenirs, produits de l'industrie de la mode et du luxe. Plus important encore, les dépenses effectuées dans une entreprise caractéristique de l'industrie touristique réceptive entraîneront à leur tour la création de flux additionnels de rémunération et de consommation intermédiaires au profit des diverses branches de l'économie. Comme une pierre lancée dans un plan d'eau génère des ondes circulaires successives qui vont en s'amplifiant, une dépense touristique initiale créera des flux de recettes et de dépenses allant en s'élargissant dans toute l'économie. L'objet du compte satellite du tourisme, dont on a parlé et sur lequel on va revenir, est justement d'agréger et de mesurer ces flux. C'est ce caractère transversal, qui est en quelque sorte la marque de fabrique de l'industrie touristique, qui explique l'importance du phénomène du multiplicateur de la dépense touristique, une dérivée du multiplicateur keynésien, de portée générale. Cependant, l'effet de multiplication de la dépense touristique n'est pas infini. À l'échelle internationale, il est profondément dépendant du niveau de développement, et surtout du degré de diversification de l'économie du pays visité. C'est la seconde caractéristique. Ces fuites, c'est-à-dire la part de la dépense touristique qui s'évade et ce faisant, réduit l'impact positif sur l'économie locale, prennent des formes diverses. Importations induites, contrats déséquilibrés entre les tours opérateurs du Nord et les hôteliers du Sud, redevances de diverses natures versées à des agents économiques extérieurs et notamment à des entreprises multinationales, rapatriement des bénéfices préférés au réinvestissement sur place des profits dégagés. On touche ici à la limite principale de l'effet d'entraînement du tourisme, spécialement s'agissant du développement des pays les plus pauvres, aux économies insuffisamment diversifiées. Le voyageur qui se rendra au Sénégal et séjournera dans l'hôtel Méridien de Dakar, le plus luxueux du pays, et y laissera chaque jour des sommes importantes, aidera au développement local. Ces dépenses créeront bien sûr de la richesse et des emplois, mais pour la raison qui vient d'être dite, une part significative de cette recette ne restera pas dans l'économie du pays. Le voyageur qui, au contraire, préférera un hébergement modeste chez l'habitant, par exemple, dans l'un de ceux réalisés dans la région de Louga grâce au financement de la coopération italienne et l'appui de l'OMT, dépensera bien moins quotidiennement, mais l'essentiel de son apport demeurera dans la communauté villageoise qui l'aura accueilli. Un pays comme les Maldives est sorti de la liste des 48 les plus pauvres, les pays les moins avancés, PMA, grâce au tourisme. Cependant, le bénéfice net pour l'économie provenant des 1,2 million de touristes qu'il reçoit serait bien plus considérable si tous les biens d'investissement et de consommation,
à l'exception des produits de la pêche, n'y étaient pas importés, et si le pays n'était dans l'obligation de recourir dans la petite centaine d'îles ouvertes au tourisme à de la main-d'œuvre importée du Bangladesh, du Sri Lanka, du Pakistan, des Philippines ou de l'Inde. Pour réduire cette dépendance et les transferts opérés par ces expatriés, une loi introduit l'obligation d'employer progressivement 50% de main-d'œuvre nationale. Le tourisme joue un rôle majeur dans les échanges extérieurs et les balances des paiements. Si on y inclut les revenus du trafic aérien de passagers, c'est, selon les années, la 3e ou la 4e exportation mondiale, après les combustibles, les produits chimiques et certaines années les produits alimentaires, mais devant les exportations d'automobiles. Si on ajoute aux dépenses des visiteurs étrangers en 2015, soit 1 260 milliards de dollars des États-Unis, les achats de billets d'avion, 214 milliards, les recettes d'ensemble du tourisme mondial étaient cette année-là de ordre de 1 474 milliards de dollars, soit 30,5% des exportations mondiales de services et 6,4% des exportations totales de biens et services. Prenons l'exemple de 3 pays, en commençant par celui de la Chine qui est remarquable à cet égard. Conséquence de l'envie des 300 millions de membres de sa classe moyenne de découvrir le monde, sa balance touristique est profondément déséquilibrée. 40 milliards d'euros de recettes en 2016 contre 236 de dépenses des Chinois à l'étranger, 6 fois plus. Certes, une partie, peut-être la moitié, de l'énorme déficit de 196 milliards correspond à l'argent que les joueurs et les consommateurs chinois laissent dans les casinos de Macao et les shopping malls de Hong Kong. C'est une caractéristique majeure de l'économie mondiale, qui est pourtant rarement relevée. La Chine, au travers du lourd déficit de sa balance touristique, recycle dans l'économie mondiale une partie significative de son gigantesque excédent commercial. Comme pour le Japon des années 70, il n'est pas certain que cette situation soit indéfiniment soutenable. Si un jour les exportations industrielles chinoises devaient fléchir et l'excédent commercial se réduire, son caractère critique apparaîtrait au grand jour. Un autre cas intéressant est celui de l'Égypte, où, jusqu'au événement récent, le tourisme représentait 11% du PIB et 12% de l'emploi. Le tourisme constituait traditionnellement la seconde source de devises de l'Égypte, après les rémittances envoyées par les nombreux travailleurs égyptiens à l'étranger, mais devant les exportations de pétrole et de gaz et les revenus du canal de Suez. La réduction des 3/4 des recettes touristiques entre 2010 et 2016, comme résultat de l'instabilité politique que connaît le pays, est plus grave pour son économie que la division récente par 2 des cours mondiaux du pétrole et du gaz. Les recettes additionnelles espérées du nouvel aménagement du canal de Suez ne suffiront pas à combler ce manque à gagner. Un troisième exemple est celui de la France. Selon les données du compte satellite du tourisme, Memento du tourisme français 2016 portant sur les données 2015, la consommation touristique s'élève à 159 milliards d'euros, elle provient pour les 2/3 107 milliards des résidents et pour 1/3 52 milliards des non-résidents. Les richesses créées par le tourisme ont représenté 7,3% du produit intérieur brut en 2015. Les effectifs salariés s'élèvent à près de 1,3 million de personnes. La balance touristique n'est excédentaire en 2016 que de 2 milliards d'euros. Recettes, 38,9, dépenses, 36,9, solde historiquement faible alors qu'il dépassait 12 milliards en 2005. Au début des années 80, la France captait 11 à 12% des arrivées internationales. En 2016, sa part n'est plus que de 6,7%. Le tourisme peut être comparé à 2 autres grandes activités essentielles pour notre balance des paiements. L'automobile, pour laquelle le solde des exportations diminué des importations est négatif, et l'agroalimentaire, dont l'excédent est sensiblement supérieur, 6,1 milliards, mais qui, à la différence du tourisme, bénéficie des concours qui lui sont apportés par le budget de l'État et surtout par celui de l'Union européenne. Laurent Fabius n'a pas tort lorsqu'à propos du tourisme il parle de pépites. Il reste à transformer l'or brut en lingots. La France est peut-être la première destination mondiale pour le nombre d'arrivées, avec 84,5 millions en 2015, mais elle ne se situait qu'au 13e rang pour ce qui compte vraiment, l'excédent de sa balance tourisme, loin derrière les États-Unis, l'Espagne et Macao. Elle a encore du chemin à faire. Conséquence des attentats de Paris de janvier et novembre 2015,
la morosité se poursuivait en 2016, accentuée par les tensions politiques et les remous sociaux. Avec l'horrible attentat de Nice, le 14 juillet, c'est la seconde destination pour le tourisme international en France qui était atteinte à son tour, à la veille des vacances, et en son lieu le plus emblématique, la promenade des Anglais. Puis, en avril 2017 à nouveau une attaque à Paris, mais cette fois-ci aux Champs-Élysées. Le tourisme français n'est pas au bout de ses peines. Sans surprise, les chiffres de 2016 se révèlent mauvais, avec des arrivées internationales en chute de 2 millions, les situant en dessous de 83 millions. Le compte satellite du tourisme, de Nice à New York et à Dakar. J'ai assez rapidement pris conscience que, pour progresser, l'Organisation mondiale du tourisme devait se fixer à intervalles réguliers de grands objectifs mobilisateurs. Le premier qui s'imposait était celui de la mesure du poids économique du tourisme, à la fois pour satisfaire notre curiosité intellectuelle, pour guider par la mesure de l'activité et des progrès accomplis, notre propre action et celle de nos membres, et peut-être plus encore, pour que le tourisme soit reconnu internationalement pour le secteur économique majeur qu'il est incontestablement. C'est en 1991 qu'à Ottawa, ont été fixés l'essentiel des définitions et classifications statistiques sur lesquelles nous vivons aujourd'hui, et que la Division de statistique des Nations Unies a reprise à son compte en 1993. C'est depuis Ottawa que l'on sait ce qu'est un visiteur, un excursionniste qui séjourne moins de 24 heures, un touriste qui au contraire passe au moins une nuitée en dehors de chez lui, ou encore un touriste international. En 2008, les concepts, définitions et classifications statistiques résultant d'Ottawa devaient être encore affinés et précisés, et les recommandations les fixant validées par la Commission de statistique des Nations Unies. Pour le compte satellite du tourisme, CST, le pas décisif devait être franchi 8 ans après Ottawa. L'une des principales avancées accomplies dans la connaissance du tourisme mondial au cours de ces dernières années a en effet résulté de la Conférence mondiale sur la mesure de l'impact économique du tourisme, tenue à Nice en juin 1999, conférence à laquelle est pour toujours associé le nom de l'ancien responsable des statistiques de l'OMT, notre regretté collègue Enzo Passi. Le succès et l'écho rencontrés par cette manifestation de grande ampleur ont été exceptionnels. Au-delà de la mesure statistique, pour laquelle de nouveaux progrès ont d'ailleurs été accomplis à Nice, il s'agissait d'appréhender le tourisme sous l'angle de la macroéconomie, c'est-à-dire par la voie des instruments issus de la comptabilité nationale. Le cadre méthodologique conceptuel adopté à Nice, en cohérence avec les normes de comptabilité nationale approuvées par les Nations Unies elles-mêmes en 1993, représente l'instrument de mesure qui faisait défaut. L'étape suivante fut logiquement celle de la reconnaissance technique des travaux de Nice par les différentes instances internationales. Elle est intervenue au mois de mars 2000 avec l'approbation décisive des conclusions et recommandations de Nice par la Commission de statistique des Nations Unies, sur proposition conjointe de l'OMT, de l'OCDE et d'Eurostat, dans une démarche collective, à laquelle s'étaient ralliées des institutions comme l'OIA ou le World Travel and Tourism Council, WTTC. L'étape ultime fut celle de la consécration du compte, indissociable de celle de l'OMT elle-même. Le poids croissant pris par le tourisme dans la vie économique et les échanges commerciaux internationaux, mais aussi les chocs subis par cette activité depuis 2001, avaient suscité une prise de conscience. Le sentiment s'était généralisé qu'on ne pouvait plus faire l'impasse sur un secteur essentiel de l'économie mondiale, et sur le 3e ou le 4e poste, selon les années, du commerce international. C'est cette raison de fond qui a poussé la communauté internationale à s'intéresser à un domaine qu'elle avait trop longtemps négligé. Cette prise en considération du tourisme au plus haut niveau s'est exprimée par la décision historique du 23 décembre 2003, de l'Assemblée générale des Nations Unies, de transformer l'Organisation mondiale du tourisme en institution spécialisée du système. On y reviendra. Ce qui est important, c'est que l'accord Nations Unies-OMT, qui a opéré cette transformation, va plus loin que celui qui lie traditionnellement l'Organisation des Nations Unies à ses institutions spécialisées. La référence faite dans ce texte à l'intégration des statistiques est un clair appui donné au concept de compte satellite du tourisme. La reconnaissance technique de l'an 2000 a donc été suivie,
3 ans après, par la consécration politique et juridique. Il reste à l'évidence encore beaucoup de chemin à parcourir. Approfondissement technique, bien sûr, spécialement pour mesurer le tourisme à l'échelle subétatique, ville, région, mais aussi pour mieux apprécier sa capacité à créer des emplois, mesure difficile s'il en est, car l'emploi qui résulte de l'activité touristique est souvent indirect, c'est-à-dire créé dans d'autres secteurs que le tourisme lui-même, saisonnier, du fait même de la nature discontinue de l'activité et parfois camouflée, une part de cette activité s'exerçant souvent au noir. Récemment entreprise, la modélisation de la liaison tourisme-environnement doit être poursuivie par élargissement du champ du compte satellite, notamment pour suivre la mise en œuvre des objectifs de développement durable, dont on parlera plus loin. Cependant, l'obstacle principal qui doit être surmonté est sans doute d'une autre nature. Certains préjugés sont forts, qu'il faut parvenir à dépasser. Peu après son élection, démocratiquement irréprochable, à la présidence du Sénégal en 2000, je rencontrai le président de ce pays, Abdoulaye Wade. L'universitaire qu'il était, ne se montrait nullement persuadé de l'apport du tourisme à l'économie et à la société sénégalaise. Il en voyait les limites évidentes et les défauts, eux aussi patents. Cependant, à mon sens, il sous-estimait énormément les acquis déjà obtenus par son propre pays, en pointe à l'époque en Afrique de l'Ouest. Mon représentant régional pour l'Afrique, Ousmane Ndiaye, lui-même sénégalais, qui m'accompagnait à l'entretien, s'efforça de lui démontrer qu'un pays voisin comme le Ghana obtenait des résultats remarquables pour son économie et sa population pour avoir mis en œuvre avec efficacité les recommandations formulées dans un plan directeur préparé par l'OMT. Abdoulaye Wade n'était nullement convaincu. La discussion se tendait. Je proposai alors au président que l'on procède à une évaluation indépendante et objective de la performance du Sénégal, sur la base de la méthodologie du compte satellite du tourisme. Pour cela, mon intention était de faire appel à Hassan Sebar, spécialiste reconnu en la matière, universitaire chevronné, mais aussi ancien ministre du Tourisme du Maroc. Wade accepta, l'expertise eut lieu, les résultats furent probants. Lorsqu'en 2005 Abdoulaye Wade ouvrit à Dakar l'Assemblée générale de l'OMT, la leçon avait porté ses fruits, et le ton de son discours avait beaucoup changé. Avec le préjugé ou l'incrédulité, l'autre difficulté rencontrée dans la démarche du compte satellite du tourisme était à l'opposé, l'emphase. Nos amis du World Travel and Tourism Council, le lobby des grandes entreprises internationales du secteur constitué à l'initiative d'American Express, y excellaient. Me retrouvant en 2004 à Shanghai avec le président du WTTC, le flamboyant Geoffrey Lippmann, je l'entendis, non sans quelque surprise, annoncer avec aplomb qu'avec le SRAS, la Chine avait perdu l'année précédente 30 millions d'emplois dans son industrie touristique. L'un des vice-ministres chinois du tourisme se trouvant à mes côtés, je lui demandai à combien son gouvernement estimait l'emploi dans ce secteur. 2 à 3 millions, me répondit-il. Le compte n'était pas bon. Le vice-ministre ne parlait sans doute que des emplois directs, alors que Geoffrey Lippmann incluait certainement tous les effets indirects, patents ou imaginés. Peu de temps après, Geoffrey quittait la tête du WTTC. Je le pris à mes côtés comme conseiller spécial afin que les remarquables qualités intellectuelles et le talent inné de communication qui étaient les siens soient employés pour la bonne cause. Aujourd'hui encore, le WTTC proclame haut et fort que le tourisme donne du travail à 292 millions de personnes dans le monde, et représente 10% du PIB global. Peu soucieuse de négliger la méthodologie qu'elle a elle-même contribué à mettre au point, l'OMT reprend à son compte sans autre forme de procès l'estimation de 10% et celle d'un emploi sur 11 au niveau mondial. C'est imprudent. Quelle que soit l'importance du tourisme dit domestique, elles ne sont pas en cohérence avec une part de l'ordre de 6% dans les échanges internationaux, qui, elles, résultent d'évaluations fiables de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale. En 2009, intervenant pour la dernière fois lors d'une conférence internationale de l'OMT tenue à Bali sur la mesure macroéconomique du tourisme et la création d'emplois, je lançai une ultime mise en garde. Je soulignais que le CST doit mesurer l'activité touristique, et elle seulement. Si la définition du tourisme est large, elle n'est pas indéfiniment extensible.
Ce n'est pas parce que certains touristes se déplacent en train qu'il faut inclure dans le tourisme l'activité du garde-barrière, la construction des locomotives, l'entretien des voies ou la fabrication du sifflet du chef de gare. Il faut savoir raison garder. Le tourisme est déjà en soi quelque chose de considérable, il est inutile d'en rajouter. Je proclamais « halte à la comptabilité paillettes et aux statistiques bling-bling ». Bien sûr, importants sont les effets secondaires indirects ou induits, que le tourisme génère dans toute l'économie nationale, et qui ne sont pas directement partie de sa propre activité. Signaler leur existence, c'est bien. Les inclure artificiellement en adoptant des définitions aussi approximatives qu'artificiellement gonflées, c'est tromper sur la qualité de la marchandise. Jusqu'au ciel ? Un proverbe boursier dit que les peupliers ne montent pas jusqu'au ciel. Tant de manifestations remarquables ont jalonné historiquement la croissance du tourisme, qu'on peut légitimement se demander si, au contraire de celle des cours de bourse, elle ne sera pas indéfinie. Il est trop tôt pour répondre, mais ce qui paraît certain c'est qu'elle va continuer dans un avenir prévisible. Les arrivées de touristes internationaux devraient atteindre 1,8 milliard d'ici 2030 d'après l'étude prospective à long terme de l'OMT, parue en 2010 sous le titre Le tourisme à l'horizon 2030, ce qui confirme que le tourisme international continuera de connaître une croissance vigoureuse ces 20 prochaines années. L'expansion du tourisme international va se poursuivre pendant la période 2010 à 2030, mais à un rythme moins soutenu qu'au cours des décennies précédentes, avec une croissance moyenne de 3,3% par an du nombre des arrivées de touristes internationaux dans le monde. En conséquence, 43 millions de touristes internationaux supplémentaires feront leur entrée chaque année sur le marché du tourisme. D'après ces projections, dans 15 ans, 5 millions de personnes contre 3 millions aujourd'hui, franchiront tous les jours les frontières internationales pour toutes sortes de raisons. Loisirs, affaires, santé, religion, ou encore visite d'amis ou de proches. Les arrivées internationales enregistrées par les destinations des économies émergentes devraient continuer à progresser 2 fois plus vite, 4,4% par an, que celles des économies avancées, 2,2% par an. En termes absolus, les économies émergentes d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe centrale et orientale, des régions de l'Europe orientale bordant la Méditerranée, du Moyen-Orient et d'Afrique devraient recevoir en moyenne chaque année 30 millions d'arrivées supplémentaires contre 14 millions pour les destinations traditionnelles des économies avancées d'Amérique du Nord, d'Europe ou encore d'Asie et du Pacifique. Au cours des prochaines années, les économies émergentes devraient commencer à comptabiliser plus d'arrivées de touristes internationaux que les économies avancées, et en 2030 elles devraient représenter 58% du marché global, contre seulement 45% en 2016. Dans le prolongement des tendances passées, on assistera à une progression des parts de marché de l'Asie et du Pacifique, 30% en 2030 contre 22% en 2010, du Moyen-Orient, 8% contre 6%, de L'Afrique, 7% contre 5%, tandis que la baisse se poursuivra en Europe, 41% contre 51% et dans les Amériques, 14% contre 16%, surtout à cause du ralentissement de la croissance en Amérique du Nord. 7% du marché mondial du voyage pour l'Afrique peut paraître modeste, c'est un doublement par rapport à ce que ce continent recevait il y a 20 ans. En 2030, l'Asie du Nord-Est sera la sous-région la plus visitée au monde avec 16% des arrivées totales, devançant l'Europe du Sud et la Méditerranée. Qui fournira ces visiteurs supplémentaires ? Ces 15 prochaines années, une partie importante des arrivées proviendra des pays d'Asie et du Pacifique, avec une croissance annuelle effective des arrivées de 5% et 17 millions d'arrivées internationales supplémentaires en moyenne chaque année. L'Europe se placera en deuxième position avec en moyenne 16 millions de nouvelles arrivées par an. Elle connaîtra une croissance beaucoup plus modérée, 2,5% par an, mais elle part d'une position nettement plus favorable, ce qui explique, dès lors que les déplacements intrarégionaux continueront d'être prédominants, qu'en 2030 elle demeurera la région du monde la plus visitée devant l'Asie. Le reste des 10 millions d'arrivées supplémentaires chaque année sera en provenance des Amériques, 5 millions, d'Afrique, 3 millions et du Moyen-Orient, 2 millions. Cette étude de 2010 sur le tourisme à l'horizon 2030 peut sembler optimiste. Elle ne l'est pas.
sur les 5 premières années qu'elle couvre 2010 à 2015, la croissance moyenne annuelle des arrivées mondiales a tourné autour de 4,5%, bien au-delà de la prévision de 3,3%, et ceci malgré la crise de la zone euro et en fin de période, le ralentissement des économies émergentes. Comme on le verra plus loin, l'Asie-Pacifique a tiré cette croissance. Elle s'est aussi appuyée sur l'incroyable explosion du tourisme numérique, les plateformes de réservation et de commercialisation, communautaires ou non, s'ajoutant au mode traditionnel de distribution ou les remplaçant. Airbnb a mis ainsi sur le marché en 2016 quelques 2 millions d'annonces de logements de particuliers, dans 192 pays et 34 000 villes. La valeur de la compagnie est estimée à environ 30 milliards de dollars, 3 fois celle d'Accor, mais 2 fois inférieure à celle d'Uber, l'autre géant dans le secteur du transport à courte distance de ce que l'on appelle désormais l'économie collaborative. Fruit du numérique, cette économie du partage, qui met en relation directe des partenaires individuels placés sur un pied d'égalité, apporte une dimension supplémentaire au tourisme moderne. Elle crée de nouvelles richesses dès lors qu'elle met sur le marché des biens, logements ou véhicules, qui, sans elle, seraient restés d'usage privé. Son irruption brutale suscite des réactions de la part des prestataires de services traditionnels, taxis ou hôteliers, confrontés à une concurrence brutale et parfois inégale. Gouvernements et municipalités réagissent, qui voient les règlements administratifs et sociaux contournés, et une part significative du parc de logements mis en location, sans pour autant obtenir de la valeur ainsi créée des recettes fiscales significatives. Des villes comme New York, Paris, Barcelone ou Berlin ont entrepris d'encadrer le phénomène Airbnb. Mais arrête-t-on l'eau d'un torrent en plantant quelques pieux dans son cours ? Tous vieux, tous touristes. La taille et la structure par âge de la population d'un pays, la propension qu'ont ses habitants à se déplacer, constituent des éléments fondamentaux influents sur la demande touristique, qui s'ajoutent aux données proprement économiques comme le volume de la richesse nationale et la distribution plus ou moins égalitaire de celle-ci, et à bien d'autres facteurs culturels, sanitaires, environnementaux. 3 aspects sont particulièrement importants: le rythme de la croissance démographique, le vieillissement de la population et le phénomène des migrations. Chacun d'eux comporte d'importantes conséquences pour le tourisme. L'humanité est engagée dans ce que les démographes appellent la transition démographique, passage d'une population ayant des taux de natalité et de mortalité élevés, à une population ayant des taux de natalité et de mortalité faibles. Pour autant, le phénomène n'est pas aussi rapide que d'aucuns l'espéraient, et dans l'intervalle, la population mondiale continue d'augmenter. La dernière révision de la situation démographique mondiale, établie en 2013 par les Nations Unies, indique que la population mondiale passera de 7,4 milliards d'habitants, son niveau de 2016, à 9,8 en 2050. En d'autres termes, le simple accroissement sur cette période de 35 ans sera égal à ce qu'était le niveau de cette population en 1940. L'essentiel de la croissance aura lieu dans les régions les moins développées du monde. L'Afrique devrait compter 2,5 milliards d'habitants en 2050. En 2028, la population de l'Inde rejoindra celle de la Chine pour ensuite la dépasser. Les régions développées verront leur population se maintenir à un palier de l'ordre de 1,2 milliard, et ceci du fait des migrations, sans lesquelles elles déclineraient. Ces chiffres globaux cachent une réalité complexe. Le nombre d'enfants par ménage diminuera, et ceci indépendamment du stade de développement atteint. La population employée progressera, mais de moins en moins rapidement, pour atteindre un pic vers 2040 et se stabiliser ensuite. L'effectif de la population au-dessus de 60 ans explosera, pour passer de 11% en 2000 à 22% en 2050. Ceci sera vrai dans toutes les parties du monde, mais particulièrement en Asie. En Europe, où le mouvement est déjà beaucoup plus avancé, la population de plus de 60 ans passera de 152 millions, soit 20% du total aujourd'hui, à environ 200 millions, soit le tiers en 2050. Selon une projection des Nations Unies, à l'horizon 2050, un tiers de la population mondiale aura plus de 60 ans. Mais on sait avec John Maynard Keynes ce qu'il faut penser du très long terme, où nous serons tous morts. Par définition, la transition démographique implique le vieillissement de la population. Celui-ci ne sera pas homogène.
La part de la population très âgée augmentera encore plus rapidement que celle au-delà de 60 ans. En 2050, 20% de la population mondiale au-dessus de 60 ans en aura plus de 80. Sur la période considérée, le nombre de centenaires sera multiplié par 13. Aujourd'hui, la majorité des personnes âgées sont des femmes, nombre d'entre elles vivant seules. Cette tendance est appelée à se maintenir. Un premier enseignement apparaît d'entrée de jeu. Comme conséquence de la transition démographique, le marché touristique mondial, pour la part où il est alimenté par les pays développés, aura tendance à croître moins vite. La contribution des grandes régions émettrices industrialisées de l'Europe et de l'Amérique du Nord au mouvement d'ensemble se réduira un peu ou plafonnera. La progression des arrivées internationales d'ici à 2030, prévue par l'OMT, résultera pour l'essentiel des flux en provenance des marchés nouveaux, spécialement de ceux d'Asie, qui s'éloignent de la zone du sous-développement. La démocratisation dans l'accès aux loisirs et aux voyages dans les pays de l'OCDE, qui a constitué pendant des décennies le moteur principal du tourisme mondial, cessera d'être le levier déterminant de son développement à venir. Pour autant, le vieillissement de la population de ces pays ne s'accompagnera pas d'une réduction du nombre de ceux qui voyagent, car la propension à se déplacer s'y maintiendra élevée, en dépit du vieillissement. Allemagne et Japon. Il est intéressant d'illustrer ce propos par l'étude de deux cas spécifiques relatifs à deux des plus grands marchés émetteurs de touristes. Le premier est celui de l'Allemagne, dont la population en 2045 sera sensiblement inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, 75 millions contre 82. À l'horizon 2045 à 2050, l'espérance de vie des Allemands se sera accrue de 7 ans et demi et le pays aura reçu environ 300 000 migrants chaque année. Cette constatation simple explique pourquoi les milieux d'affaires allemands regardent favorablement l'arrivée de nouveaux migrants, seuls susceptibles d'apporter aux entreprises la main-d'œuvre dont elles ont besoin. Ceux qui appartiennent à la communauté immigrée, notamment turcs, n'ont pas, et dans une certaine mesure, continueront de ne pas avoir, au moins pendant un certain temps, le même comportement en matière de tourisme et de loisirs que celui des Allemands de souche, et ceci indépendamment du fait qu'ils ont acquis ou non la nationalité de leur pays d'accueil. Si l'on considère la seule population de langue allemande, qui représente aujourd'hui 65 millions de personnes, la propension à voyager s'établit à 75%, ce qui induit 49 millions de départs. Si cette propension devait ne pas varier, le déclin démographique attendu réduirait ce chiffre de 8 millions. Mais le boom du marché des seniors est là. Si bien que pour la classe d'âge 60 à 64 ans, le déclin ne sera que très limité, alors que pour les 75 ans et plus, l'explosion sera spectaculaire. En l'espace de 50 ans, 5 millions supplémentaires de voyageurs de plus de 75 ans seront enregistrés en Allemagne, la plupart, mais pas tous, partant à l'étranger pour leurs vacances. En d'autres termes, l'Allemagne ne maintiendra son rang comme troisième pays émetteur derrière la Chine et les États-Unis que si les seniors prennent le relais et si ces nouveaux habitants, venus d'ailleurs, se mettent à leur tour à voyager à l'étranger en grand nombre, à l'image des Allemands de souche. Un autre exemple frappant est celui du Japon, le pays qui vieillit le plus vite au monde. Jusqu'en 1964, les Japonais n'avaient pas le droit de voyager hors de leurs frontières. 25 ans plus tard, le Japon était devenu le premier pays au monde pour les dépenses de ses nationaux à l'étranger. Mais les choses ont bien changé. Les Nations Unies prévoient que la population du Japon, qui était de 127 millions en 2000 et est demeurée à ce niveau depuis, va décliner. Elle pourrait, si rien n'est fait, descendre à 88 millions en 2065. À cette date, un Japonais vivra en moyenne 85 ans et une Japonaise 91. L'immigration, chinoise, coréenne, vers ce pays est traditionnellement très faible. Ici, à la différence de l'Allemagne, pas d'immigrés récents pour compenser le déclin démographique programmé. L'archipel aura déjà perdu 5 millions de personnes en 2025. La population âgée de plus de 60 ans représentera 42% du total en 2050, un pourcentage extraordinaire, le double de la moyenne mondiale. Ce vieillissement spectaculaire influe sur le marché des voyages. Ce marché est appelé à fléchir mécaniquement avec le volume de la population en âge de voyager,
en dépit du fait qu'entre maintenant et 2025, on enregistrera 800 000 départs en vacances de plus pour les 60 à 64 ans, et le chiffre extraordinaire de 2,7 millions de départs de plus pour les voyageurs de plus de 75 ans. Comment dit-on senior actif et tourisme du troisième âge en japonais? Quand on parle du marché touristique au Japon, il faut avoir à l'esprit que l'essentiel des départs se fait vers l'étranger, et qu'il y a, à la différence d'autres pays, de très grandes différences de comportement entre hommes et femmes. Un phénomène très spécifique est celui des office ladies, ces jeunes femmes célibataires engagées dans la vie professionnelle, contraintes d'habiter chez leurs parents en raison du coût élevé d'un logement indépendant, et disposant de ce fait d'un pouvoir d'achat non contraint considérable. Hélas, dès que les charmantes office ladies se transforment en honorables femmes mariées et respectables mères de famille, elles arrêtent le plus souvent de voyager. La population d'âge actif diminuant, le phénomène du voyage à l'étranger des jeunes office ladies devrait se réduire, au grand regret des célibataires masculins des pays qu'elles aiment visiter. De la même manière, un autre phénomène devait perdre de son importance, celui des mariages et voyages de noces à l'étranger des jeunes japonais. La tradition au Japon voulant que les mariés offrent une réception somptueuse et des cadeaux aux invités, s'y marier revient cher, et il est dès lors tentant de convoler en justes noces en Australie, à Hawaï, voire même en France. Cette pratique sympathique, qui s'est étendue à un pays comme la Chine, et le marché touristique qui l'accompagne devrait décliner avec la chute du nombre de mariages résultant de l'évolution de la pyramide des âges. En 1989, lors de mon premier voyage au Japon, le représentant du tourisme français dans l'archipel voulut nous faire découvrir un des aspects de la vie des jeunes cadres ou employés dans l'immense mégalopole de Tokyo. Il nous emmena donc, sans intention maligne aucune, dans l'un des innombrables bars où les jeunes hommes épuisés par d'interminables heures de travail viennent s'épancher auprès d'une hôtesse compatissante, à laquelle, l'alcool aidant, ils peuvent conter leurs déboires, leurs angoisses et leurs espoirs. Le plus souvent, la relation s'arrête là, et après que l'intense trafic automobile se soit écoulé, chacun s'en retourne au plus profond de la nuit vers une épouse qui attend patiemment ou qui dort profondément, au fond d'une lointaine banlieue, d'où il faut repartir presque aussitôt et tout aussi fatigué vers une autre journée de travail sans fin. Cet accablant mode de vie urbain est, parmi d'autres facteurs, à l'origine du déclin de la natalité japonaise, et aussi du phénomène connu sous le nom de karoshi, la multiplication des suicides directement attribués à l'excès de travail. Il y en a eu plus de 2000 en 2015. Le tourisme est la victime collatérale de cet acharnement au travail sans limite, dans un pays où le chômage n'existe pas puisqu'il est tombé à 2,8%, soit en dessous du seuil du plein emploi. L'incontournable semaine de vacances du mois de mai, la Golden Week, mise à part, rares sont ceux qui prennent la totalité des jours de congé auxquels ils ont droit. Le gouvernement s'efforce sans réel succès d'imposer aux grandes entreprises une obligation de vacances pour leurs salariés, quand bien même ceux-ci n'en sont pas demandeurs. Il a institué récemment un Premium Friday, la règle de quitter son bureau, le dernier vendredi de chaque mois à 3 heures de l'après-midi pour profiter d'un long week-end de détente. Quel pays, où la consommation ne décolle pas malgré les Abenomics, où l'économie demeure atone malgré les efforts des travailleurs et le haut niveau de la technologie, où les loisirs sont mal vus et le travail vénéré. Ce n'est pas au pays de la RTT que tout cela arriverait. De nombreuses conclusions pourraient être tirées de ces deux exemples. La principale est l'obligation de prendre en considération l'émergence d'un phénomène totalement nouveau, celui des voyages des personnes très âgées, de plus de 70 ou de 75 ans, et les contraintes qui en résultent pour l'organisation de leurs déplacements. Vive les baby boomers! Le phénomène du vieillissement, qui actuellement concerne l'Europe, spécialement l'Allemagne qu'on vient d'évoquer, la Russie et l'Italie, importants marchés émetteurs, l'Amérique du Nord et le Japon, va gagner d'autres parties du monde, à commencer par les nouveaux marchés générateurs de l'Asie de l'Est et du Pacifique et de l'Amérique latine. D'ici à 2050, le nombre des plus de 60 ans triplera en Asie pour y atteindre quelques 900 millions. La Chine elle-même est touchée par ce phénomène. Comme conséquence de la politique dite de l'enfant unique engagée à la fin des années 70, sérieusement assouplie au fil des années pour pratiquement disparaître en 2015, sa population commence à vieillir.
Le phénomène va s'accélérer. La part des personnes âgées de 65 ans ou plus, qui était de 7% en 2000, va plus que tripler d'ici 2050 pour atteindre 24%, la Chine comptant alors 330 millions de personnes âgées. Le pays entreprend déjà de retarder l'âge du départ à la retraite. Il est vrai exceptionnellement précoce, 55 ans en moyenne. Nous sommes ainsi confrontés à un changement démographique et sociologique sans précédent. L'arrivée à l'âge de la retraite dans les pays industrialisés, qui sont traditionnellement les principaux émetteurs de touristes, mais aussi dans ceux comme la Chine qui sont en train de le devenir, de la génération née immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Les enfants du baby-boom, conçus dans l'euphorie de la victoire et de la reconstruction, arrivent depuis une petite dizaine d'années à l'âge de la retraite. Mais c'est une retraite active et ils voyagent. Voilà un fait démographique, social et culturel, sans précédent par son ampleur dans l'histoire. Voilà un groupe social considérable par son nombre, culturellement très différent à maint égard des générations qui l'ont précédé car bien davantage ouvert sur le monde. Voilà une cohorte de population dont les membres n'ont plus d'enfants à leur charge, ont le plus souvent acquis leur logement et disposent pour ces raisons de revenus discrétionnaires importants leur permettant de satisfaire leur envie de voyager. La plupart d'entre eux sont en bonne santé, et la pratique des loisirs sportifs les attire autant que le thermalisme, le tourisme culturel, les croisières ou l'écotourisme. Les conditions sanitaires, le taux d'activité, les habitudes de consommation des seniors, leurs pratiques culturelles et sportives, sont autant de données qui interviennent. Leur jeu combiné fait qu'aujourd'hui les seniors se déplacent beaucoup, et qu'ils le feront de plus en plus. Leur mobilité tend à s'aligner sur celle de l'ensemble de la population, mais elle présente des caractères spécifiques, avec des séjours plus longs, moins dépendants des contraintes de saisonnalité, donc plus intéressants économiquement. Facteur favorable. La génération du baby-boom montre qu'elle conserve à la retraite l'habitude qu'elle a acquise de voyager alors qu'elle appartenait à la population active. La génération X, qui la suit, sera tout autant un groupe nomade, même si par ailleurs ses modes de consommation et ses comportements culturels se révèlent fort différents de ceux de la génération qui l'a précédée. Le tourisme ne s'arrêtera pas, bien au contraire, avec le départ à la retraite des baby-boomers. Les enfants du baby-boom ont constitué historiquement le groupe central dans lequel s'est incarné le double phénomène de démocratisation des vacances et d'avènement du tourisme de masse. Aujourd'hui, pour les plus aisés d'entre eux, les baby-boomers participent d'un autre phénomène qu'Henri Giscard d'Estaing, président du Club Méditerranée, appelle la bipolarisation du marché touristique, le marché progressant maintenant par ces deux extrêmes, haut de gamme, vraiment haut, et bas de gamme, vraiment bas, et non plus par les catégories intermédiaires. Cette génération se trouve également au cœur d'une autre caractéristique nouvelle du marché des loisirs, l'existence de consommateurs pratiquement aussi bien informés que les professionnels, des offres mises à leur disposition et pouvant, grâce à l'usage de l'Internet, les sélectionner et se les approprier. Avec l'Internet et la multiplication des plateformes de réservation, et face à la prolifération des offres de vacances, les baby-boomers qui, quoi qu'on dise, se sont mis à l'ordinateur font leur marché. En matière de loisirs et de culture, l'échelle des valeurs des personnes âgées est souvent différente de celle d'autres catégories. La plupart sont soucieuses de donner un sens à leurs vacances, lesquelles constituent à leurs yeux une occasion privilégiée de contacts enrichissants au sein d'un groupe, si bien que les voyages à forfait organisés y tiennent une place particulière. L'esprit de découverte, et même parfois d'aventure, n'est pas absent de leur motivation, même si les objectifs de culture et d'éducation au travers des voyages demeurent prioritaires. Les préoccupations de sécurité, physique, sanitaire ou alimentaire, et de qualité de l'accueil se révèlent prépondérantes et doivent être prises prioritairement en considération. Un phénomène comme celui des croisières, qu'affectionnent beaucoup de ceux qui appartiennent à ce groupe d'âge, se situe à la croisée de ces diverses préoccupations. Ainsi, avec l'irruption des baby-boomers, l'expression, au premier abord un peu paradoxale, d'active aging, que la Conférence des Nations Unies de 2002 avait mis en exergue, s'applique pleinement au domaine des loisirs. M'exprimant devant cette conférence, qui s'était tenue à Madrid, j'avais, après avoir rappelé les évolutions démographiques attendues en termes quantitatifs, essayé de dégager certaines implications plus qualitatives pour le marché touristique.
Je signalais que ces voyageurs d'un nouveau genre expriment à la fois des besoins particuliers, difficultés à se déplacer, audition, vision, suivi médical, et des attentes spécifiques, et l'importance qu'il y a à garantir aux personnes du troisième âge une égalité des chances face aux loisirs et aux vacances, comme il convient de le faire dans d'autres compartiments de la vie sociale et culturelle. J'affirmais que l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui pose en principe le droit au repos et au loisir, doit s'appliquer sans discrimination à tous les groupes d'âge qui composent une société. Le premier à intervenir dans le débat de Madrid fut Albert Bernard Bongo, devenu ultérieurement, pour être dans l'air du temps, El Hadj Omar Bongo Ondimba. Il a régné sur le Gabon et sa richesse pétrolière de 1967 à 2009. Je l'avais reçu officiellement à Madrid, au siège de l'OMT. J'avais pu observer à cette occasion l'influence qu'exerçait auprès de lui sa fille Pascaline. Je l'avais ensuite revu à plusieurs reprises à Libreville et à New York, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. L'ouverture de la conférence coïncidait avec l'anniversaire de Kofi Annan, qui célébrait ses 64 ans ce jour-là. Kofi Annan commença son intervention par une citation, bien trouvée, de la célèbre chanson des Beatles When I'm 64. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64? Omar Bongo écoutait attentivement, mais il lui fallut un certain temps pour que lui parviennent traduites en français les paroles de son ami Kofi qui le firent réagir à très haute voix. « Mais Kofi, tu dis que tu as 64 ans? Mais c'est pas vieux ça 64. » Bongo avait lui-même 68 ans à l'époque. Le sel de son interruption prononcée en français ne fut guère compris par une audience essentiellement hispanophone et anglophone. Tourisme et migration, de l'humanité connectée à l'humanité mobile. La migration, tout comme la noria des déplacements touristiques, apparaît comme l'une des facettes d'une société mondialisée, devenue plus mobile, car mieux informée de ce qui se passe ailleurs et qui attire. Parfois, symbole étrange du monde raccourci où nous vivons, les deux phénomènes se télescopent et les deux groupes se croisent comme dans l'île grecque de Kos de l'archipel du Dodécanèse, où les immigrants illégaux en provenance de la Turquie proche débarquent au milieu des chaises longues des vacanciers qui se prélassent sur la plage. Quelle illustration spectaculaire de cette interpénétration entre les deux phénomènes quand l'Union européenne et la Turquie s'affrontent à leur sujet, la première demandant à la seconde de bloquer les flux migratoires vers la Méditerranée et les Balkans, et la Turquie exigeant en retour l'abolition des visas et la liberté de circulation en Europe pour ses ressortissants. 250 millions de migrants, dont 65 millions environ de déracinés et 25 millions de réfugiés, habitaient dans un autre pays que le leur en 2016. Ils représentaient 3% de la population mondiale. Cette proportion s'est légèrement accrue dans les dernières décennies. Elle était de 2,5% en 1960, et selon la Banque mondiale, devrait continuer de progresser, mais elle a été beaucoup plus élevée à d'autres périodes de l'histoire. En 1913, les migrants fuyant la pauvreté, les famines et les guerres de l'Europe représentaient environ 10% de la population mondiale. Malgré l'afflux des Mexicains, des autres migrants d'Amérique latine et de ceux d'Asie, la proportion d'immigrés dans la population totale des États-Unis est encore légèrement inférieure aujourd'hui à ce qu'elle était en 1913. Certaines diasporas sont de taille imposante, 40 à 50 millions pour celle de la Chine, 20 millions pour celle de l'Inde. La migration n'est pas que le mouvement des hommes venus des pays du Sud, pauvres et parfois en guerre, vers ceux du Nord, riches et en paix. Seuls 60% des migrants vivent dans les régions du monde les plus développées, 64 millions en Europe, 53 millions en Asie, 45 millions en Amérique du Nord. Les 3/4 d'entre eux sont concentrés dans 28 pays, 1/4 vivent aux États-Unis. Un migrant sur 3 part d'un pays en développement pour rejoindre un pays développé, mais les flux nord-nord et sud-sud, 35% du total, sont encore plus importants. Comme pour le tourisme, le phénomène est largement régionalisé. Beaucoup d'Asiatiques migrent au sein de leur propre continent. Les Mexicains et bien d'autres Latino-Américains le font vers les États-Unis, les habitants de l'Afrique centrale vers l'Afrique du Sud. Pour l'Europe de l'Ouest, le passé a son importance. Nombre de migrants qui la rejoignent viennent de pays autrefois placés sous sa domination. Les migrants ne forment pas un ensemble homogène.
Ils peuvent être des réfugiés politiques, des migrants économiques et demain climatiques. Ils sont des travailleurs légaux ou illégaux, qualifiés ou non, isolés ou se déplaçant en famille, des résidents temporaires ou non, propriétaires éventuellement d'une résidence, d'abord secondaire, devenant petit à petit leur lieu de vie principal, ou encore ce que l'on appelle parfois des migrants ethniques, migrants s'étant fait naturaliser et leurs descendants. Ces différentes catégories n'ont pas la même importance dans la relation au tourisme. Si les flux touristiques générés dans un second temps et dans les deux sens par le phénomène des migrations constituent l'aspect le plus important de la relation migratoire, confèrent infra, d'autres conséquences sur l'activité touristique ne sont pas négligeables. D'ordre économique, investissement des migrants dans l'industrie touristique du pays d'origine et éventuellement de retour, d'ordre social, travailleurs dans l'industrie hôtelière et touristique du pays de destination, d'ordre culturel et d'image, perception et donc attractivité d'un pays ou d'un peuple au travers des coutumes et du comportement de ses expatriés. Migration et tourisme sont de plus en plus imbriqués, et on est en présence de deux phénomènes dont les ordres de grandeur peuvent être comparés. Alors que les quelques 1189 millions de touristes de l'année 2015 ont dépensé de l'ordre de 1260 milliards de dollars dans les pays qu'ils ont visités, les 250 millions d'expatriés ont renvoyé dans leur pays d'origine 582 milliards de dollars, dont 432 milliards à destination des pays en développement. Le phénomène des transferts de fonds, rémittances à l'échelle planétaire est donc d'une très grande ampleur. Leur montant a doublé en 5 ans, triplé en 7 ans. L'importance économique de ces transferts financiers internationaux se compare ainsi en ordre de grandeur à celle du tourisme, et ceci surtout pour les pays en développement, qui en reçoivent l'essentiel. Tout en ayant conscience qu'un déplacement touristique n'est parfois que de quelques jours, et donc difficilement comparable à un séjour de longue durée pour un motif de travail ou de protection, on voit que le tourisme international représente, au niveau global, un phénomène économique, démographique et sociologique d'importance 2 à 3 fois supérieur à celui des migrations internationales. Les données statistiques concernant ces rémittances sont empreintes d'une grande incertitude, et leurs sources relativement hétérogènes. Néanmoins, si l'on prend en considération les principaux pays qui sont à la fois foyers d'émigration et destinations touristiques importantes, les recettes du tourisme l'emportent sur les transferts des expatriés pour des pays comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie ou la Turquie, alors que l'inverse est vrai dans les cas du Mexique ou des Philippines. Pour les pays d'émigration, la recette peut être importante. Les rémittances représentent plus de 20% du produit intérieur brut pour des pays comme la Moldavie, le Kirghizistan, le Honduras, le Lesotho, le Liban, Haïti ou la Jordanie, plus de 15% pour la Jamaïque, l'Arménie, le Népal, la Bosnie ou l'Albanie. Ces mêmes rémittances représentent des sorties de devises considérables pour les pays d'immigration. 42 milliards de dollars pour les États-Unis, 15 pour l'Arabie saoudite, 14 pour la Suisse, 12 pour l'Allemagne, 11 pour la Russie, et même 7,5 milliards pour le Luxembourg. Pour ce dernier pays, paradis de la finance internationale, la balance de paiement peut heureusement se permettre de telles largesses. Statistiquement, un touriste n'est pas un migrant, et un migrant n'est pas un touriste. Selon la définition adoptée par la Commission de statistique des Nations Unies, lorsqu'on change d'environnement habituel et que l'on s'établit ailleurs, notamment pour y travailler, on est un migrant. En revanche, lorsqu'on se déplace en dehors de son environnement habituel pour un motif professionnel, sans s'y établir, et qu'on revient ensuite dans son pays de résidence, on est un touriste d'affaires. Lorsqu'un migrant revient visiter sa famille restée au pays, il est également statistiquement parlant un touriste. Il n'y a donc pas d'ambiguïté au niveau des concepts, mais il est bien évident que dans la pratique, la mesure statistique des flux n'est souvent pas aussi simple. D'abord, parce que certains pays, notamment d'Afrique du Nord, ne considèrent pas leurs ressortissants partis travailler en Europe comme des vrais touristes, et les chiffres des arrivées dans ces pays y sont donc minorés. En outre, chacun le sait, nombreux sont les faux touristes qui, de manière plus ou moins programmée à l'avance, abusent de cette qualité ou du visa de touriste qu'ils ont sollicité, et saisissent l'occasion d'un déplacement en principe temporaire pour s'établir ailleurs. En règle générale, les autorités nationales considèrent qu'un déplacement à caractère touristique doit être inférieur à 3 mois.
Il est impossible d'être exhaustif sur un sujet aussi complexe, alors que les deux phénomènes du tourisme et des migrations participent pour une large part d'une motivation commune, très profonde chez beaucoup de nos contemporains, celle de la curiosité, du goût de la découverte, de la recherche du dépaysement voire de l'aventure. Cette quête de l'inconnu n'est pas chose nouvelle, elle entraîna Ulysse vers de mythiques aventures et Marco Polo à la découverte des merveilles de l'Orient. La télévision hier, l'Internet aujourd'hui, ouvre aux nomades en puissance de nombreux horizons. C'est vrai du futur migrant comme du touriste potentiel. Après seulement, viennent les raisons directes du départ. Le poids de la misère pour le migrant économique, l'altération profonde de son cadre de vie pour le migrant climatique, la crainte de la persécution pour le futur réfugié, l'envie de voyager, de se reposer, de se détendre pour le touriste de loisirs, l'intention de faire du commerce pour le touriste d'affaires. Quant à Calais, les migrants cherchant à gagner l'Angleterre bloquent les Eurostars. Ce sont deux catégories de nomades très différentes entre elles qui inopinément se font face. Mais n'ont-elles pas en définitive des préoccupations qui se ressemblent ? L'étudiant américain qui part découvrir la Chine ou le jeune Malien qui tente sa chance en Europe n'ont probablement pas grand-chose en commun, qu'il s'agisse de leur champ culturel ou de leur mode de vie, mais ils ont soif l'un et l'autre de rencontrer ailleurs d'autres gens, d'autres horizons, d'autres prairies ou du moins pensent-ils, l'herbe sera plus verte. Cette soif de déplacement d'une humanité en mouvement perpétuel a ses côtés tragiques. Selon l'Organisation des Nations Unies et celle des migrations, 5000 migrants ont trouvé la mort en 2016 en Méditerranée sur 300 000 qui l'ont traversée. Les tragiques attentats du 13 novembre à Paris sont, dans leur horreur même, révélateurs de certains traits caractéristiques de notre société mondialisée. Plusieurs des auteurs de ces assassinats avaient transité par divers pays du Proche-Orient, des Balkans et de l'Union européenne. Leurs victimes étaient originaires de 18 pays différents. Deux phénomènes interdépendants et mutually supportives. Dans cette interrelation complexe entre deux phénomènes qui s'enchevêtrent et se soutiennent l'un l'autre, on sélectionnera 5 aspects spécialement significatifs. En premier lieu, la pression de l'immigration, surtout lorsqu'elle prend un caractère incontrôlé, suscite des appréhensions croissantes dans les pays de destination. Ici ou là, elle provoque des phénomènes de rejet, et spécialement lorsque ces mêmes pays connaissent une situation difficile de leur marché intérieur de l'emploi. Des partis politiques bâtissent leur fonds de commerce électoral sur les réactions parfois xénophobes, mais souvent aussi de simple exaspération qui en résulte. Ils réclament et obtiennent quelquefois un renforcement plus ou moins efficace des conditions d'accès au territoire national. L'Union européenne elle-même, après avoir hésité, paraît s'inscrire progressivement dans cette approche restrictive et vouloir se protéger davantage. En ce sens, elle se distingue fondamentalement des Nations Unies, dont le discours, probablement trop idéaliste, lénifiant ou idéologique, vante sans nuance les bienfaits qui sont réels de l'immigration pour les pays développés à faible natalité, quitte à provoquer des chocs en retour dans les opinions nationales. La vague migratoire sans précédent de l'année 2015 entraînant vers l'Europe ceux qui fuient les conflits de la Syrie et de l'Irak, et qui s'ajoutent à ceux qui simplement ne supportent plus la misère, porte en germe pour l'Europe la remise en cause du mécanisme de Schengen. Il constitue pourtant une avancée majeure pour le tourisme européen, et plus largement pour la liberté de circulation sur le continent. Des barrières physiques ou juridiques de plus en plus sévères sont mises à ces mouvements, de la part en particulier des pays développés. La multiplication des visas et leur caractère de plus en plus sélectif et inquisitoire, le durcissement des règles gouvernant l'immigration, les freins mis au séjour des étudiants étrangers ou encore au déplacement des personnes malades, les politiques dites d'immigration sélective ou choisie, sont autant de mesures prises par les gouvernements qui ont certes d'autres objets que le tourisme, mais qui ne sont pas sans incidence négative sur lui. Pour cette raison, comme cela a été dit, l'Organisation mondiale du tourisme étudie en ce moment la faisabilité d'un instrument international sur la facilitation des déplacements touristiques, destiné à alléger ce type de contraintes pour les vrais touristes. L'objet n'est pas de prendre parti sur le dossier complexe de l'immigration incontrôlée, mais d'éviter qu'on se trompe de cible et qu'en visant l'une, on atteigne l'autre. Le tourisme a horreur des murs et des clôtures en fils de fer barbelés. Les uns et les autres se multiplient pourtant en Europe, y compris dans l'espace Schengen.
L'exemple le plus achevé d'un obstacle mis au voyage pour des raisons supposées de sécurité est certainement le travel ban décidé par le nouveau président Donald Trump le 21 janvier 2017, interdisant l'accès au territoire des États-Unis pour une période de 3 mois à tous les ressortissants de 7 pays, musulmans considérés comme présentant des risques. Si elle devait être maintenue, cette mesure brutale et apparemment discriminatoire, tout comme la rétorsion symétrique décidée par l'Iran à l'endroit des citoyens américains, irait à l'encontre du droit de voyager posé par le Code mondial d'éthique du tourisme. Critiqué immédiatement par les Nations unies et l'OMT, de même que par de grandes entreprises de l'Internet affectées dans leur fonctionnement, l'executive order en cause a rapidement été contesté devant la justice américaine par des États de la Fédération s'estimant victimes. Il convient d'ajouter que ces mesures de protection, au-delà de leurs effets proprement mécaniques, contribuent à altérer la perception que les visiteurs potentiels ont de la destination. Quelle que puisse être leur justification, les barrières érigées aux frontières ne constituent jamais des vitrines attractives pour les visiteurs potentiels. On le voit avec l'exemple des États-Unis. Avant même que soit évoquée la construction d'un mur à la frontière du Mexique, c'est sans doute l'image de forteresse que s'est donnée ce pays, multipliant les contraintes et parfois les brimades pour se protéger du mal, qui dans l'opinion de ses dirigeants vient nécessairement de l'extérieur, qui explique que le nombre de visiteurs internationaux à destination des États-Unis était, à la suite du traumatisme du 11 septembre et des décisions qui ont résulté du Patriot Act, encore inférieur en 2006 à ce qu'il avait été en l'année 2000. Une telle situation était doublement paradoxale. Les États-Unis comptaient alors, et comptent toujours sur leur sol, une douzaine de millions d'immigrants illégaux, et un dollar faible pendant cette période aurait dû, au contraire, encourager le tourisme à destination de ce pays. L'Association du secteur touristique privé des États-Unis, TIA, Tourism Industry of America, estime qu'entre 2001 et 2006, le durcissement de la procédure d'octroi des visas pour les citoyens des 170 pays qui doivent en présenter un à entrée, mais aussi les formalités accrues exigées des autres visiteurs, bénéficiant du Visa Waiver Program, sont responsables de la perte de 150 milliards de dollars de recettes pour l'industrie touristique américaine. En deuxième lieu, se manifeste de plus en plus ce que l'on appelle parfois le phénomène des diasporas. L'existence de communautés immigrées génère, dans un second temps, l'apparition de flux touristiques nouveaux. Les résidents des pays développés issus de l'immigration ont envie de découvrir le pays d'où sont venus leurs ancêtres, il y a plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, les Chinois d'outre-mer vers la Chine continentale, les Australiens vers la Grande-Bretagne, les Américains d'origine irlandaise vers l'Irlande, ceux d'origine africaine vers le continent noir. À terme historique plus rapproché, d'autres mécanismes sont à l'œuvre. L'existence d'une communauté d'immigrés de fraîche date suscitera ainsi la venue vers le pays de destination, de parents ou d'amis. De même, les nouveaux immigrés auront envie de retourner de temps à autre vers leur pays d'origine pour ne pas se couper de leurs anciennes racines. Une étude commandée en 2008 par l'Organisation mondiale du tourisme nomme ces deux phénomènes respectivement affinity tourisme et expat tourisme. Ils se répartissent en 3 grandes catégories: loisirs, détente et vacances, 51%, affaires et voyages professionnels, 16%, visites à des parents et amis, santé et religion, 27%. Cette évaluation, bien qu'imprécise, confirme que les visites aux parents et amis constituent une motivation importante des déplacements nationaux et internationaux. Ainsi que l'écrit le géographe Michel Bruno, une communauté transnationale est née des migrations de travailleurs, qui conservent leur base familiale dans l'État-nation d'origine et circulent entre cette base et un ou plusieurs pays d'installation. L'être en diaspora a le sentiment d'appartenir à une nation en exil, dispersée à l'échelle mondiale, d'être porteur d'un idéal. Bref, un vrai citoyen des Nations Unies. Le phénomène d'affinity tourisme se divise en 2 sous-catégories, l'une plus ancienne, l'autre plus récente, qui peuvent se combiner. Un pays comme l'Espagne en est l'illustration, qui est visité par les touristes venus d'Amérique latine où leurs familles avaient émigré il y a plusieurs siècles, alors que dans le même temps, l'existence dans l'Espagne d'aujourd'hui de communautés immigrées d'origine très récente, équatoriens, boliviens, péruviens, dominicains, suscite de très nombreux mouvements dans les 2 sens entre la péninsule ibérique et les Amériques.
L'existence de telles motivations pour ce qu'on qualifie parfois de voyage ethnique peut servir au développement de véritables produits touristiques. L'Organisation mondiale du tourisme, en liaison avec l'UNESCO, a ainsi initié le projet dit de la route de l'esclave, pour encourager les Nord-Américains d'origine africaine à visiter le continent d'où, dans des conditions tragiques, étaient partis sur une période de 3 siècles, 13 à 14 millions de leurs ancêtres. On le sait, tous n'étaient pas arrivés. Le territoire britannique des Bermudes, où vivent un certain nombre de leurs descendants, s'est spécialisé dans la promotion touristique de ce qui est appelé l'African Trail, pour s'inscrire dans la même tradition historique et culturelle et bénéficier de ses retombées touristiques. Un troisième aspect de la problématique tourisme-migration naît des mouvements de travailleurs suscités par le développement touristique lui-même. Comme l'écrit Rémi Michel, ce n'est pas le moindre paradoxe que de voir la modernisation nécessitée par le développement du tourisme, dessertes aériennes, voies routières à grande vitesse, favoriser aussi le départ des migrants locaux. Le nouveau marché du tourisme attire en effet une main-d'œuvre aux compétences inégales, en décalage avec les activités traditionnelles, suscitant à l'intérieur des pays d'accueil des migrations saisonnières de proximité, mais puisant aussi dans un plus vaste espace les ressources humaines nécessaires. Le quatrième phénomène, qui doit être relevé, est celui de l'existence d'une manière de plus en plus significative, de communautés d'expatriés venant de pays développés, qui s'établissent en dehors de leur région d'origine au moment de leur départ en retraite pour jouir dans leur nouveau lieu de résidence de conditions climatiques, économiques, voire fiscales, plus favorables. Travail au nord, retraite au sud, titre l'Atlas des migrations du journal Le Monde. Il y a bien longtemps que les Anglais ont découvert le charme de la Côte d'Azur, et ont donné leur nom à la promenade de Nice qui borde le front de mer, où ils côtoyaient les grandes familles de l'Empire russe. De même, la résidence en Floride ou aux Bahamas de retraités venus du nord des États-Unis n'est pas non plus un phénomène nouveau. Mais ce mouvement s'étend géographiquement et gagne maintenant certains pays en développement. Ainsi, non seulement les retraités du nord de l'Europe continuent-ils de s'installer en Toscane, aux Baléares, en Provence, en Aquitaine et sur la Costa del Sol espagnole, mais le phénomène gagne la Tunisie et le sud du Maroc. Il s'amorce à Chypre, en Croatie, au Portugal et s'amplifie dans la Caraïbe. Des communautés de Japonais retraités parsèment les rives de la Méditerranée. Pour ces migrants retraités, l'existence en Europe de transports rapides, pratiques et souvent bon marché, TGV, vols low cost, facilite les allers et retours plusieurs fois dans l'année et les visites d'amis ou de parents. La qualité de vie des intéressés y gagne peut-être, le changement climatique et les recettes fiscales de leur pays d'origine certainement pas. Tout n'est pas positif en effet, dans ce type d'établissement ou de pratique, car il s'agit souvent d'une présence très temporaire de ces retraités d'un nouveau genre, quelques mois de l'année, notamment en hiver. Leur apport économique est de ce fait limité. Surtout, il prend le plus souvent la forme d'un hébergement dans des maisons individuelles, avec l'occupation considérable et improductive de l'espace qui en résulte, notamment sur le littoral ou à proximité de celui-ci, et la nécessité de réaliser des infrastructures, voiries, adduction d'eau, électrification, assainissement, disproportionnées pour y faire face. Ce mode de développement de l'immobilier de loisirs s'accompagne, dans de nombreux cas, de la réalisation de centres commerciaux gigantesques et de golf destinés à justifier l'existence des projets immobiliers, et à les rentabiliser. Il implique de fortes ponctions sur les ressources en eau, alors que ce type de résidence secondaire concerne souvent des régions déjà victimes de pénurie. Un autre phénomène, d'une moindre ampleur sans doute, est aussi à mentionner, celui de la multirésidence. La facilité des déplacements, la modestie du coût du transport, qui s'est spectaculairement réduit du fait de l'introduction des conditions nouvelles du transport aérien, conduisent un nombre croissant de personnes à partager leur temps entre plusieurs lieux de résidence. Le développement du télétravail et l'utilisation des nouvelles technologies de l'information encouragent ce phénomène. Des dizaines de milliers d'Allemands et de Britanniques vivent ainsi dans les îles Baléares, des retraités pour certains d'entre eux, mais aussi d'autres en situation d'activité, qui partagent leur temps sur une base hebdomadaire ou mensuelle entre cette résidence et une autre dans leur propre pays. La dépréciation de la livre consécutive à l'annonce du Brexit a mis en évidence le nombre de ces semi-résidents britanniques, retraités ou non,
installés dans les pays de la zone euro. Comme dans le cas précédent, le volume des émissions de gaz à effet de serre s'accroît du fait de la fréquence des déplacements qui en résultent. Enfin, un ultime développement peut être mentionné, la tendance qu'a le tourisme dans certains cas à favoriser le retour des migrants dans leur région d'origine. Une étude de l'OCDE montre que 2 migrants sur 5 quittent leur pays de destination dans les 5 ans suivant leur arrivée, pour des raisons telles que la volonté de revenir au pays de départ pour des motifs personnels, familiaux, sentimentaux, la réalisation d'un objectif d'épargne, ou le souhait de valoriser dans son pays d'origine la qualification ou l'expérience acquise à l'étranger. Ceux dont les parents avaient souvent quitté l'Irlande, le sud de l'Italie, le nord du Portugal ou les îles de la Méditerranée orientale, du fait de la pauvreté qui y sévissait, ne les ont pas oubliés. Il en va de même des Chinois de la diaspora qui se réinstallent dans leur pays, et généralement dans leur ancien village, une fois fortune faite. Toutes les racines n'ont pas été coupées, et dès lors que ces zones sont souvent devenues des foyers de développement touristique importants, c'est tout naturellement que les enfants ou petits-enfants des anciens émigrants retournent au pays, ou bien pour y investir leurs économies, ou bien pour y tenter à nouveau leur chance et profiter des nouveaux emplois qui y sont créés. Tourisme et migration constituent deux aspects majeurs de la globalisation. Et ces deux aspects, on l'a vu, sont de plus en plus corrélés. Le tourisme, c'est le mouvement des hommes libres de satisfaire leur envie de voyager. Il dépend de tout un ensemble de facteurs économiques, sanitaires, culturels et sociaux propres à chaque groupe de population. Mais les motivations qui poussent chacun à se déplacer, elles aussi, peuvent se révéler complexes. Elles ne se décrivent pas toujours facilement, en termes de catégories statistiques. Il n'est pas exceptionnel dans le monde d'aujourd'hui, que l'on parle en touriste sans nulle volonté de s'expatrier, et qu'en définitive, on décide de le faire, ayant rencontré ailleurs l'endroit où la personne que, sans le savoir, on recherchait. Mondialisation du fait touristique et émergence de la préoccupation de développement durable. Le tourisme n'a plus la même taille aujourd'hui qu'en 1950, première année pour laquelle des statistiques sont disponibles. Le nombre d'arrivées internationales a été multiplié par 20, alors que celui de la population mondiale ne l'a été que par 3. Mais sa nature a aussi changé pour une autre raison. Il s'est mondialisé. Il constitue de nos jours l'une des expressions les plus spectaculaires de ce « village global » dont nous parlait McLuhan. En 1950, les 15 premiers pays récepteurs rassemblaient 87% des arrivées mondiales. En 1970, ce pourcentage s'était réduit à 75%. En 2015, les 15 premiers pays qui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en 1950 reçoivent à peine plus de la moitié du total, 54%. Un peu comme ces gaz qui se dilatent pour occuper tout le volume qui leur est offert, le tourisme s'étend à tous les espaces mis à sa disposition. J'appelais cela un jour la loi de Marriott du tourisme. S'applique au tourisme la célèbre phrase de Paul Valéry, « Le temps du monde fini commence ». Se comptent sur les doigts d'une main les pays qui demeurent fermés aux visiteurs venus d'ailleurs. Il faut se donner du mal pour visiter le Turkménistan. Même l'Antarctique est devenu le lieu de destination d'un nombre croissant de bateaux de croisière, avec les risques que cela comporte. À l'autre extrémité du monde, aller contempler la fonte des glaciers du Groenland devient un must touristique. Il est de bon ton pour les hommes politiques de s'y faire voir. L'exploration complète de la Terre n'a pas assouvi l'appétit d'investigation et d'aventure des hommes, leur envie de découvrir, comme le notait déjà Montesquieu, les mœurs de ceux qui leur ressemblent, ou ne leur ressemblent pas. 3 facteurs ont permis, après la Seconde Guerre mondiale, à cette curiosité insatiable de l'homme pour le monde où il vit de s'exprimer, et ont provoqué l'explosion, puis la généralisation, du tourisme international. La croissance du pouvoir d'achat et surtout des revenus discrétionnaires, des ménages des classes moyennes et populaires des pays développés, l'accès à la voiture individuelle et au transport aérien bon marché, l'extension, enfin, du temps libre non travaillé, encadré et amplifié dans nombre de pays par L'. Intervention des législations sociales en faveur des salariés. Benjamin Disraeli l'écrivait déjà. Des moyens accrus et des loisirs accrus sont les 2 agents de la civilisation de l'homme. Au tournant des années 80, l'essor du tourisme international devint de plus en plus corrélé à celui du transport aérien. J'en prenais conscience alors que,
Pendant cette période, je participais à l'œuvre de réactivation de la politique de développement touristique de nos départements d'outre-mer, que nous avions initiée en 1978 à 1981 avec Jean-Pierre Soisson, Bruno Raymond, Alain Serrier et Édouard Lacroix, les deux derniers assurant l'un après l'autre la fonction de directeur du tourisme, et Pierre Giraudet, président des Air France, au travers des tout premiers plans triennaux de développement touristique de la Guadeloupe et de la Martinique, qu'accompagna, pour le transporteur national, l'introduction des vols vacances. Cette fois-ci, le contexte avait changé. Je siégeais au conseil d'administration de la compagnie nationale alors que l'Europe et le ministre des Transports, Jacques Doufiag, imposaient à Air France une mise en concurrence pas simplement symbolique sur les destinations d'outre-mer, jusque-là chasse gardée extrêmement rentable pour elle. Air France poussait des hauts cris à voir son monopole historique ainsi s'évanouir, pour ne s'emporter qu'encore mieux sur ces lignes fort fréquentées, une fois la mutation opérée. Pour cette grande compagnie, qu'on souffre aujourd'hui de voir si désemparée, c'était encore une époque heureuse. Ce faisant, je prenais conscience aux Antilles et à La Réunion, des spécificités très marquées du tourisme insulaire. Cela me fut précieux ultérieurement à l'Organisation mondiale du tourisme, quand après une conférence tenue à la Barbade en 1994, le système des Nations Unies commença à s'intéresser à la problématique très particulière du tourisme dans les petites îles en développement. Je réalisais aussi combien certaines destinations émergentes sont dépendantes des conditions du transport aérien. Dans une certaine mesure, Air France, après avoir en 1992 absorbé Utah, a réussi à se doter en Afrique de l'Ouest d'une position dominante assez comparable à celle qui était la sienne autrefois sur les Antilles. Volant un jour vers le Mali, j'eus la surprise d'entendre la voix féminine de notre commandant de bord d'Air France nous informer qu'elle bifurquait vers Ouagadougou, la piste de Bamako étant envahie par des manifestants. Les personnels d'Air Afrique, compagnie en perdition, voulaient se faire réembaucher par Air France et occuper l'aéroport. Air Afrique payait là les conséquences de sa gestion calamiteuse. Dans ces avions, il y avait souvent plus de passagers voyageant gratuitement que de clients ayant payé leur billet, mais aussi celle du choc du 11 septembre sur le transport aérien international. Pour cette dernière raison, Swissair et Sabena, elles aussi très présentes en Afrique de l'Ouest, furent également obligées dans les années 2001-2002, si l'on ose dire, de réduire leur voilure. Elles donnèrent naissance pour leur succéder à des compagnies redimensionnées au réseau resserré. Sur certaines destinations, Air France se retrouva seule. Elle put alors fort opportunément transférer vers cette zone ses capacités devenues brutalement excédentaires sur Atlantique Nord. Depuis, elle y règne en maître. Dans cette partie de l'Afrique, le tourisme ne pourra vraiment prendre son essor que s'il s'accompagne d'une diversification de la desserte aérienne et de la réduction sensible de son coût. Alors qu'il en était absent en 1950, le tourisme constitue maintenant une réalité forte et vivante de l'économie et de la société des pays en développement. Les économies émergentes, pétrole et gaz mis à part, tirent leurs recettes en devises dans des proportions comparables, des exportations de textiles, de celles de matières premières alimentaires et du tourisme. Du fait même de l'importance des flux qu'il génère, sa relation au milieu naturel est devenue plus intense. C'est tout naturellement que le tourisme est venu s'inscrire dans la réflexion et l'action de la communauté internationale, en vue de préserver l'environnement, limiter le réchauffement du climat et réduire la pauvreté. En 1972, les Nations Unies organisaient à Stockholm leur première conférence de portée mondiale consacrée à l'environnement. Elle témoignait d'une prise de conscience, alors essentiellement limitée au monde développé, de l'impact global des pollutions de l'air, de l'eau et des sols. La même année, le Club de Rome publiait son célèbre rapport Halte à la croissance, posant le problème de l'épuisement des ressources naturelles de la planète au regard d'une croissance économique et démographique continue. La double problématique était reprise et amplifiée en 1987 avec le rapport Brundtland-Ur Common Future et l'émergence du concept de développement durable, dans ses trois dimensions économiques, sociale et environnementale, la triple bottom line au sens de John Elkington. 20 ans après Stockholm, en 1992, à Rio de Janeiro, le développement durable était placé au cœur de la stratégie des Nations Unies. Premier directeur exécutif du PNUE, Maurice Strong, qui nous a quittés en 2015,
fut l'homme pivot de cette véritable révolution culturelle. Le sommet de la Terre fut un grand moment d'histoire et d'espoir, d'où résultèrent la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'Agenda 21, la Convention cadre sur le changement climatique qui sera prolongée en 1997 par le protocole de Kyoto sur l'émission des gaz à effet de serre conduisant au réchauffement du climat, alors que la Convention de Vienne de 1985 et le protocole de Montréal de 1987 avaient déjà entrepris de lutter contre la déperdition de la couche d'ozone, et la Convention sur la diversité biologique. Dans le prolongement de Rio, la Convention de lutte contre la désertification a été adoptée en 1994. De cette prise de conscience partagée par les 178 pays présents au sommet de la Terre, la réflexion sur le tourisme, que ce soit comme vecteur ou comme victime des transformations de l'environnement et du climat, était quasiment absente. En 1992, à Rio, Antonio Henriquez Savignac, secrétaire général de l'OMT, s'adressait aux participants en fin de conférence, dans une salle reculée sans attirer l'attention. Le tourisme n'apparaît pas en tant que tel dans l'Agenda 21, même si, ultérieurement, l'OMT et le World Travel and Tourism Council (WTTC) s'efforcèrent d'en tirer les conséquences. Il fallut attendre près de 10 ans et l'arrivée du nouveau millénaire pour que cela se produise. C'est en 2002, avec le sommet de Johannesburg, qu'une rupture conceptuelle se produisit avec la reconnaissance du tourisme comme instrument de développement durable et vecteur de la lutte contre la pauvreté. On y reviendra plus loin, en parlant de l'Afrique. Tourisme et changement climatique. Une action urgente pour combattre le changement climatique et ses effets constitue le 13e des nouveaux objectifs de développement durable, dont l'adoption par les Nations Unies est intervenue en septembre 2015, 3 mois avant la conférence de Paris sur le climat, Conférinfra. Think global, acte local, nombreux sont les penseurs, parmi lesquels Jacques Ellul, auquel ce précepte a été attribué. Sous une forme voisine, penser et agir du global au local. La sentence a été reprise par Alain Juppé, mon camarade de promotion de l'ENA, fort de sa triple expérience de Premier ministre, de ministre des Affaires étrangères et de maire de Bordeaux. C'est aussi la formule de l'écrivain et poète martiniquais Édouard Glissant, « Agis en ton lieu, pense avec le monde ». Il me fallait donc agir en mon lieu. C'est pourquoi, à un niveau bien modeste, je me suis efforcé de faire mienne cette maxime, mais en l'interprétant davantage comme une relation dialectique mettant en rapport les différents niveaux possibles de réflexion, d'action et d'intervention, que comme un mouvement en sens unique descendant du général au particulier. C'est souvent au plus près du terrain que germe l'idée d'une action, qui ensuite peut prendre de l'ampleur. À la condition que des passeurs soient là pour la porter. Pendant 7 ans, de 2001 à 2008, j'ai eu le privilège de conduire une carrière professionnelle qui, par définition, se situait dans un cadre global, et parallèlement, d'assurer un mandat local, celui de modeste conseiller municipal, puis de maire adjoint, d'une commune de Haute-Savoie dans les Alpes du Nord, Morzine-Avoria. J'étais un très mauvais élu, manquant à la plupart de ses devoirs, et dont l'absentéisme a fort justement été sanctionné aux élections suivantes, mais s'efforçant d'apporter à ses collègues un éclairage plus large, pouvant leur être utile. 3000 habitants permanents, mais 37 000 lits touristiques, en hôtels, résidences de tourisme, organismes de tourisme social et locations meublées, la moitié dans le village traditionnel, à 1000 mètres d'altitude, l'autre moitié dans la station moderne d'Avoria, construite à partir des années 60, 800 mètres plus haut. Morzine n'est pas une destination négligeable, même à l'échelle globale. Sa capacité d'accueil est supérieure à celle de bien des pays membres de l'OMT. L'origine et les caractéristiques de son développement touristique sont intéressantes à un double titre. D'abord, parce que Morzine, comme d'autres villages comparables de la région du Chablais environnante, était historiquement une communauté rurale pauvre, difficile d'accès. Une journée de voyage était nécessaire pour parvenir au lac Léman, situé seulement à une trentaine de kilomètres, si bien qu'il était plus aisé de franchir les cols qui séparent son territoire de la Suisse frontalière. Morzine vivait principalement d'un élevage bovin, marqué par la transhumance d'été, l'an montagnier, complété par un peu de culture vivrière. Aujourd'hui, la communauté est riche, très riche. Au lieu que le petit savoyard de la chanson Étoile des Neiges aille vendre ses services comme ramoneur à Paris,
avant de revenir auprès de sa bergère au doux regard. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui, originaires des grandes villes, sont venus s'y installer et y travailler. L'explication de cette prospérité, bien sûr, c'est le tourisme, et spécialement le tourisme hivernal, autour de la pratique du ski. L'activité est apparue dès les années 20 avec l'ouverture d'un grand hôtel et d'un premier téléphérique. Morzine compte aujourd'hui une soixantaine d'hôtels familiaux, 85 remontées mécaniques et 117 pistes de ski alpin ou de ski de fond. Elle est située au cœur du domaine skiable de 400 km² des Portes du Soleil, qui regroupe les capacités de 12 stations, tant françaises que suisses et leurs 196 remontées mécaniques, et dont les 285 pistes de ski s'étendent sur 650 km. L'exemple de Morzine est révélateur de la problématique complexe qui, aujourd'hui, caractérise le tourisme et le développement économique et immobilier de cette partie des Alpes. 3 phénomènes majeurs s'y rencontrent, voire s'y télescopent. La pression croissante des flux de visiteurs venus à la journée ou pour de très courts séjours, qui pèsent sur les infrastructures routières ou de stationnement, spécialement au bas des remontées mécaniques et contribue à l'encombrement des pistes. La croissance des prix de l'immobilier, qui les situe presque au niveau parisien, Megève, Courchevel ou Chamonix sont encore plus chers et provoquent des phénomènes d'exclusion, jeunes du pays ou travailleurs saisonniers ne trouvant pas à se loger, la réduction inéluctable de la superficie du domaine skiable du fait du réchauffement, qui aggrave encore les problèmes de congestion des infrastructures routières, mais aussi des remontées mécaniques et des pistes. Ces 3 facteurs additionnés plaident pour une remise à plat de l'offre de loisirs, dans un contexte appelé à se transformer radicalement, mais que beaucoup préfèrent ignorer. Une station de montagne vivant quasi exclusivement du tourisme n'est pas le plus mauvais endroit pour observer les données fondamentales, qui au niveau global régissent cette activité. Vu du haut de la montagne, écrivait non sans malice Confucius, le monde est petit. L'une des contraintes pesant lourdement sur le tourisme de montagne est le réchauffement du climat. Bien que la Convention cadre sur le réchauffement date de 1992 et le protocole de Kyoto de 1997, les implications du phénomène sur l'activité touristique n'avaient jamais été véritablement explorées jusqu'à ce qu'au début des années 2000, l'organisation que je dirigeais prenne l'initiative d'ouvrir ce dossier. Ces incidences sont fortes dans diverses parties du monde. Les petites îles coralliennes, qui souffrent de la montée du niveau des océans et de l'acidification et du réchauffement des eaux de la mer. Les destinations touristiques tropicales, de la Caraïbe, du Pacifique et de l'océan Indien, victimes de la violence accrue des cyclones. Les forêts primaires en Amazonie, en Malaisie, en Indonésie et dans le bassin du Congo, qui sont les puits à carbone de la biosphère mais aussi bien souvent des sites touristiques. Les zones humides fragiles dont la superficie se réduit, à l'image du site très visité des Everglades en Floride, mettant en danger la biodiversité. Les régions semi-désertiques, enfin, telles que l'Afrique du Sahel, où la ressource en eau se restreint provoquant une compétition accrue entre ces divers utilisateurs. Fort de mon expérience d'élu local, je me concentrais sur un autre de ces aspects. La menace pesant sur les activités sportives et de loisirs fondées sur la présence de la neige et de la glace, et notamment les sports d'hiver. Lorsqu'au début des années 2000, je parlais à mes collègues du conseil municipal de Morzine du réchauffement du climat et de la menace qui pesait sur l'économie locale, je suscitais l'indifférence ou l'ironie. On était loin du tapage médiatique de la COP 21. Aujourd'hui, le doute est malheureusement dissipé, et il est établi que les régions de montagne sont encore plus touchées que les plaines par ce phénomène inexorable. Ma communauté d'adoption de Morzine Avoria, dont le domaine skiable s'étend entre 1000 et 2300 mètres d'altitude, est victime, comme d'autres, de la raréfaction de l'enneigement. À 1800 mètres d'altitude, elle recevait en moyenne, au cours de la décennie des années 70, 12 à 13 mètres d'enneigement cumulé tout au long d'un hiver. Ces 10 dernières années, la moyenne y était de 7 à 8 mètres. Il est de 7,83 mètres en moyenne pour les stations des Portes du Soleil. 3 hivers sans neige en décembre à moyenne altitude se sont succédés depuis 2014, et sans doute n'est-ce là qu'un début. Avec 2,6 degrés de plus que la normale, l'hiver 2015 à 2016 a été le plus chaud qu'on ait jamais connu. Des crêtes de Super Morzine en aperçoit sur le versant suisse, à côté de la tour Salière, le glacier du Ruan. C'est un vestige de la dernière période de glaciation.
Sa fonte est engagée, et il disparaîtra au cours de ce siècle. À 30 km à vol d'oiseau, la mer de glace a perdu 800 mètres en longueur et beaucoup en épaisseur depuis le temps de mon enfance, et encore 3 mètres, chiffre terrifiant, pendant l'été 2015 particulièrement chaud. Lorsqu'en hiver dans ma jeunesse, on descendait la vallée Blanche depuis l'aiguille du Midi, on arrivait ski au pied sur le glacier jusqu'à la gare du Petit Train à Crémaillère du Montanvert. Point besoin comme maintenant d'un long escalier et d'une télécabine pour remonter jusqu'à la gare, pour revenir sur Chamonix. Mais le pire est sans doute à venir. Une étude récente réalisée par Météo France, Projet Scampei, indique qu'à 1200 mètres d'altitude, à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain, la hauteur de neige, mesurée en nombre de jours où elle dépasse 5 cm, diminuerait de 70% et la durée annuelle d'enneigement de 30%. On ne skierait plus ni à Noël, ni à Pâques. Or, on sait qu'il faut un minimum de 100 jours d'enneigement garanti pour qu'une station de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.